voit bien lorsqu'on cherche à recruter, la question de l'emploi en milieu agricole est compliquée. On a plus de facilité à trouver des salariés sur des systèmes herbagés parce que le quotidien est quand même plus sympa. Alors, c'est sûr qu'il y a des jours, il fait pas beau, il fait froid, il pleut, on n'a pas super envie d'y aller. Mais ça arrive, j'ai envie de dire, à tout le monde. Le tout, c'est de bien s'équiper. C'est quand même agréable d'être dehors et d'avoir de l'air frais. La vache, elle va manger ce qu'elle est faite pour manger. Enfin, son organisme, il est fait pour manger de l'herbe. Du coup, si on lui permet de manger de l'herbe, en fait, elle va avoir moins de problèmes de santé aussi qu'une vache qui est nourrie aux céréales. Et du coup, elle a besoin de moins de surveillance, puisqu'en fait, elle se gère toute seule. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de santé en système herbagé, mais n'empêche qu'on a des frais vétérinaires en général qui sont bien moindres. Bienvenue dans la deuxième partie d'une série d'épisodes qui vous emmène au cœur de 3 fermes bretonnes ayant choisi l'élevage herbagé. Je suis partie à la rencontre de Jérôme, à la ferme d'Olivet, Amande et Damien, à la ferme des Trognes, et Louis et Gwenaine, au GAEC Timenez, qui ont fait le choix de remettre les bovins dans leur écosystème naturel, la prairie. Finalement, faire manger de l'herbe à des vaches, produire du lait et de la viande, ça coule de source. Pourtant, aujourd'hui, les éleveurs et éleveuses doivent souvent lutter pour que ce modèle persiste et se déploie face au modèle de production intensive. Ces paysans et paysannes ont choisi de témoigner de leur expérience pour diffuser les vertus de l'élevage herbagé, aussi bien sur la régénération des écosystèmes, la santé des humains, le bien-être animal, la vie dans les campagnes et la capacité nourricière des fermes, la qualité du travail et bien sûr l'installation des futurs paysans et paysannes. Dans cette deuxième partie avec Amande, installée depuis 2022 à la ferme des Trognes avec Damien, nous échangeons sur ce qui change dans la qualité et l'organisation du travail des éleveurs et éleveuses, sur le bien-être animal lorsque l'on s'installe en élevage herbagé par rapport à un système conventionnel qui n'est pas basé sur l'herbe. Nous commençons par échanger en allant à la rencontre des vaches, puis autour d'une tisane chez Amande pour se plonger plus en profondeur dans certains sujets. Je m'appelle Opaline et j'ai créé le podcast Agroécologie voyageuse pour mettre en lumière celles et ceux qui prennent soin de la terre. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec le CIVAM Adage 35, une association d'éleveurs et éleveuses qui promeut et accompagne les systèmes herbagés autonomes, résilients et transmissibles par les échanges de savoir entre pairs. L'Adage fait partie du réseau des CIVAM, association présente sur tout le territoire français qui travaillent collectivement à la transition agroécologique et à l'alimentation locale de qualité. Belle écoute en compagnie d'Amande. Donc, je m'appelle Amande, j'ai 38 ans et je suis installée ici depuis, ça va faire 3 ans, avec Damien, mon conjoint. On a repris une ancienne ferme laitière et on l'a transformée, on fait de l'élevage de vaches allaitantes. Notre objectif, c'était, au-delà de l'élevage, en fait, c'était de gérer des prairies et des haies. Et du coup, l'élevage, c'était un bon moyen pour faire ça. Donc, juste avant la ferme, on faisait des gaufres ensemble sur des marchés. Donc on s'approvisionnait en produits bio dans le secteur et puis on faisait des gaufres sur les marchés, dans les magasins de producteurs. Et c'est un peu de là qu'est venue l'idée de s'installer. À force de rencontrer des paysans, en fait, on s'était dit qu'on ferait bien les ingrédients de nos gaufres. Et puis pendant la formation, ça a un peu dévié. On est parti plus sur l'élevage que sur les gaufres. Mais bon, l'idée des gaufres, elle est toujours un peu là quand même. Donc on est installé depuis mars 2022. Donc quand on est arrivé, la ferme elle faisait 40 hectares. Et notre prédécesseur, il était déjà en système herbagé. C'était un adhérent de l'adage de longue date. Et du coup, il y avait pas mal de choses qui étaient déjà favorables au système herbagé. Déjà, c'est un parcellaire groupé. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de prendre la route avec les animaux. Elles vont d'une pâture à l'autre. Éventuellement, il y a une route ou un chemin à traverser, mais c'est tout. Il y avait de l'eau partout dans les parcelles. Et des chemins qui étaient déjà préparés aussi pour distribuer les différentes parcelles.
Et puis ce qui nous avait beaucoup plu, c'est que Bernard avait gardé ses haies. Et pour lui, c'était super important qu'on les préserve. Donc là-dessus, on s'est bien entendu. Donc la différence avec Bernard quand même, c'est que Bernard n'était pas en bio. Mais il aurait pu, il ne lui manquait pas grand-chose. C'est juste qu'il gardait un peu de maïs. On ne fait pas de maïs. Du coup, on a converti les terres à la reprise. Donc voilà le lot de génisses. Alors quand on dit lot de génisses, en fait, c'est pas que des génisses, c'est en fait les vaches qui sont pas avec le taureau. Donc dedans, il y a des vaches qui vont partir à l'abattoir. Donc il y a les jeunes génisses et il y a leur maman. Parce qu'en fait, on ne fait pas de sevrage. On sort en fait les petites femelles du troupeau quand elles ont 4-5 mois, pour pas qu'elles soient montées par le taureau. Et on les sort avec leur mère. On considère que leur mère normalement a été saillie. Et du coup, elles grandissent là jusqu'au veau suivant en fait. Et quand les mamans les merveillent, on les remet dans le troupeau pour qu'elles retrouvent le taureau. Donc c'est un petit groupe assez cool. Donc c'est des vaches armoricaines. Donc les rouges, c'est des armoricaines. Et puis les noires et blanches, c'est des croisées. Alors soit il y a des croisées Primolstein Angus, celles qui n'ont pas de cornes. Là. Leur mère était Primolstein Angus. Donc elles sont moitié armoricaines quand même. Et puis celle qui a les petites cornes, c'est une croisée bretonne pied noir. Damien a bougé le fil hier. Pour le coup, les génisses bougent un peu moins vite que le troupeau. Le troupeau en ce moment, il est sur son paddock 2 jours et ensuite il tourne, sauf jour de pluie où il va tourner un peu plus vite. Les génisses, elles ont un peu plus de place parce que c'est un groupe un peu moins conséquent, du coup il y a un peu moins de pression et elles tournent, elles ont un peu leur îlot. Et le troupeau a son îlot à lui, donc en fait le troupeau il va pâturer vraiment sur toute la partie de la ferme. Ici ces parcelles on les a reprises donc il n'y a pas très longtemps et avant elles étaient conduites uniquement au foin, donc elle n'est pas très riche, elle n'est pas très productive et ça fait aussi qu'elle est relativement équilibrée. Quand on a des parcelles qui sont des prairies qui sont bien péchues, ben en cette saison-là l'herbe elle va être très verte, très humide et du coup elle va pas être assez équilibrée, il n'y aura pas assez de fibres pour les vaches. Du coup elles vont faire des cacamous et puis elles vont être moins remplies. Alors que quand il y a un équilibre avec un petit peu plus d'herbes plus âgées, voire un peu de ligneux, voire un peu de chardon, bah du coup elles arrivent à se faire une ration plus confortable. Si vous souhaitez mieux comprendre le pâturage tournant dynamique, je vous invite à écouter l'épisode précédent dans lequel Jérôme de la ferme d'Olivet l'explique de manière très simple. Je demande à Amande de me parler de la manière dont elle et Damien se sont répartis le travail sur la ferme. Puis, Amande m'explique quelles sont les raisons qui l'ont amenée à devenir paysanne. Donc aujourd'hui, c'est surtout Damien qui s'occupe de l'élevage. Moi, je vais m'occuper plus, je viens en renfort pour certains déplacements, pour les manipulations d'animaux. J'ai un peu plus l'œil sur les vélages que lui. Et puis, mais c'est surtout lui au quotidien qui les déplace, qui leur donne de l'eau, qui vérifie qu'elles ont bien à manger, que tout va bien. Il s'occupe des cochons aussi. Donc c'est ça, matin et soir, d'aller les nourrir. Et moi, je vais m'occuper plus de la partie commercialisation, de l'administration, de la communication. Et je m'occupe du foin. Je fais le foin, j'adore ça. Je fais le suivi des cultures et puis après, je gère toute la partie, le verger potager. Donc on a une partie, on a un verger dans lequel on cultive d'autres fruits et des légumes dans les rangs et qui nous sert à faire de la transformation. Donc soit des confitures, soit je fais des repas. Des repas, donc des prestations traiteurs avec les produits de la ferme. Donc ça permet de valoriser, de faire des bons plats avec de la viande d'armoricaine ou de cochon, et puis les légumes de la ferme et les fruits. D'un point de vue personnel, l'agriculture, ça permet un ancrage qui me manquait. Et notamment la cohabitation avec les vaches, c'est quelque chose de très apaisant et qui me fait beaucoup de bien. Le fait d'avoir les mains dans la terre, j'étais tellement contente de planter des arbres à un endroit où je me suis dit je vais pouvoir les voir pousser. Et ça c'est vraiment j'avais besoin d'un ancrage comme ça.
on produit pas de la viande pour produire de la viande, on élève des vaches dans un système qui permet d'accueillir plus de biodiversité. C'était vraiment un prétexte en fait. En fait, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé pas mal avec le réseau Paysans de Nature, c'est de dire en fait on gère un espace naturel agricole et les animaux et les productions sont un moyen de pouvoir le faire. Et comme ça, on œuvre à notre échelle aux enjeux, à résoudre une partie des enjeux d'aujourd'hui, donc la disparition de la biodiversité, trouver comment produire de façon pas trop néfaste pour le climat, produire des choses de qualité, faire de la place aux vivants, c'est toutes ces choses-là quoi, qui nous font nous lever le matin et qui font qu'on a choisi ça. On a eu il n'y a pas très longtemps la visite d'une délégation brésilienne à la ferme qui nous ont posé justement la question de l'agroécologie pour nous. Et en fait, on n'utilise pas trop le terme agroécologie parce qu'il a été un peu, on a l'impression qu'il a été un peu dévoyé par d'autres types d'agriculture qui ne sont pas pour nous agroécologiques. Et pourtant, c'est un terme qui est utilisé et qui a du sens, par ailleurs. En élevage, on va parler d'agriculture durable. Alors c'est pareil, qu'est-ce que ça veut dire l'agriculture durable? Mais c'est ce qui définit en fait les réseaux de systèmes herbagers. Et l'agriculture paysanne, ça rajoute un volet. Il y a une dimension de territoire. Dans l'agriculture paysanne, on est vraiment sur notre territoire, on agit sur notre territoire. Il y a un côté un peu autonomie, mais pas autonomie, c'est plutôt les savoir-faire paysans, quelque chose du lien avec les générations précédentes et les générations à venir. Et aussi une notion de solidarité avec les paysans ailleurs. C'est-à-dire que ce qu'on fait ne doit pas nuire aux autres paysans ailleurs. Un détail important à comprendre ici, c'est que plus l'alimentation est riche en protéines, plus la vache produit de lait. L'herbe est 2 fois plus riche en protéines que le maïs en silage et ne nécessite pas de compléments azotés. En système conventionnel, le maïs doit en revanche être complété par une source de protéines qui, dans la majorité des cas, est du soja OGM importé d'Amérique du Sud et produit sur des terres déforestées. Un système qui ne soutient pas du tout l'agriculture paysanne dans ces pays. Mais alors qu'est-ce que ça change d'être en élevage herbager en termes de travail au quotidien par rapport à des systèmes où les animaux sont la plupart du temps en bâtiment? Amande m'explique que le cœur d'une journée type, c'est la marche. C'est d'aller voir les animaux. Donc si elles ont tout à manger, comme en pleine saison, on vérifie juste que tout va bien. Et potentiellement c'est fini. Et puis sinon on les déplace, donc c'est faire des clôtures, déplacer du fil, on enroule du fil, on déplace les vaches, on réenroule du fil, on remet des piquets, et quand il y a besoin de les affourager en ramenant du foin dans les prairies. Mais en fait nos déplacements ils se font principalement à pied ou à vélo, et très peu avec le tracteur en fait, on utilise très peu le tracteur. Là où dans un système plus basé sur le maïs, en fait il faut distribuer la nourriture, donc il faut la récolter d'abord, il faut la stocker, ensuite il faut la distribuer, il faut calculer des rations, puis il faut que ce soit équilibré. Là où nous en fait on vérifie pas les rations, les vaches on a un calcul, on sait combien de vaches on peut mettre sur quelle surface de prairie à quel moment. Mais on vérifie l'équilibre alimentaire, c'est elles qui le font en fait. Est-ce qu'il leur faut plus de trèfle, plus d'herbe, plus que voilà, on fait pas de calcul là-dessus. Ouais, en fait, elles sont autonomes de leur alimentation et elles sont, vous les faites travailler plutôt que vous travaillez à leur amener leur nourriture. Les vaches, elles ont des pattes, elles sont faites pour se déplacer, elles sont faites pour prendre leur nourriture et la choisir, et elles sont faites pour la digérer et amender le sol. Tout ça, si on le fait en bâtiment, ce qui nous permet de le faire aujourd'hui, c'est le pétrole. C'est le fait que du coup, on va prendre des grosses machines et on va le faire tout mécaniquement. En termes de quotidien, on n'est effectivement pas dépendant des machines, on n'a pas le bruit. C'est aussi le fond sonore du quotidien de l'éleveur ou de l'éleveuse herbager. C'est les oiseaux, c'est le bruit des pas, c'est le mâchonnement des vaches, c'est pas le bruit d'un tracteur. Finalement, faire marcher les vaches, et donc les humains,
remplace en grande partie le tracteur et la mécanisation en général, un des postes qui plombe littéralement les finances des exploitations laitières conventionnelles. Un élevage basé sur un système maïs-soja consomme plus de 2 fois plus de fioul par hectare qu'une ferme en élevage herbagé bio. Si toutes les fermes rencontrées dans le cadre de ce reportage sont en bio, l'efficacité économique et écologique des élevages herbagés non bio reste bien meilleure que celle des élevages non basés sur l'herbe. On va peut-être faire un peu plus attention à nos clôtures que quelqu'un qui utilise davantage les bâtiments, notamment en système allaitant où on a des petits veaux et où les vaches sont moins, vont peut-être être un peu plus, j'allais dire sauvages, mais c'est pas sauvage, mais elles sont, j'avoue que les vaches laitières, elles bougent pas beaucoup, quoi. Nos armoricaines, si elles peuvent passer les clôtures, elles passent les clôtures, donc il faut des bonnes clôtures. Et par contre, effectivement, il y a un peu de temps de réflexion sur son planning de pâturage pour arriver à ce que les vaches aient toujours à manger, pour s'assurer que les prairies ne s'appauvrissent pas, qu'elles soient toujours productives, qu'elles aient quand même une espèce de forme d'équilibre entre des légumineuses et des graminées pour qu'elles continuent à pousser. Il y a pas mal, alors pour le coup, c'est quand on est sur des fermes bocagères, c'est peut-être pas spécifique au système herbagé, mais en général, quand il y a système herbagé, il y a du bocage. Il y a un peu de travail d'entretien sur les haies. Donc ça, c'est pas rien. Et justement, on va travailler un peu plus là-dessus cette année pour voir comment est-ce qu'on peut entretenir de façon durable les haies, qu'est-ce que ça veut dire en termes de travail, est-ce qu'on peut le valoriser ou pas, enfin voilà. Quel équilibre sur les haies, c'est vrai que ça c'est pas rien comme volet. Il y a vraiment cette question de moins il y a de paysans, moins il y a de main d'œuvre et donc moins il y a de possibilités d'entretenir les haies. Plus il y a de linéaire de haies par paysan, ouais. Voilà. Avant, je sais plus, j'avais vu des calculs, mais effectivement le linéaire de haies par paysan, il a été augmenté par 3 ou 4 et en ayant un travail au quotidien qui n'a pas du tout diminué. Donc comment est-ce qu'on fait ? On a tendance à prendre des grosses machines, mais c'est pas forcément pertinent, on l'entretient pas bien, puis on le valorise pas. Voilà, il y a toutes ces réflexions-là. C'est un enjeu sociétal, la haie. Il y a une question autour de comment est-ce qu'on en fait un sujet de société et pas que un sujet agricole. Pour le pâturage aussi, on va choisir donc on réfléchit notre système de pâturage et on va choisir des races qui vont être plus adaptées, qui vont être un peu plus rustiques. Donc par exemple, en lait, ça va être des Normandes ou des Croisées ou des Montbéliardes. Et en viande, nous, on a choisi une race locale, l'armoricaine, qui valorise extrêmement bien l'herbe et même des fourrages un peu grossiers, donc potentiellement de l'herbe un peu de lande. Et on va avoir des performances de développement qui sont très bonnes avec juste de l'herbe. Là où effectivement, quand on va sur des races plus modernes, entre guillemets, des races plus sélectionnées, on est plus contraint, elles sont faites pour des systèmes plus intensifs. Elles sont moins rustiques, elles vont avoir plus de problèmes de maladies. Au niveau de l'installation, nous on s'est installé avec, si on enlève la maison d'habitation et l'achat des terres, on s'est installé avec à peu près 200 000 € pour 2 personnes. Quand on est allé en stage d'installation, qu'on a croisé d'autres personnes qui s'installaient, on peut être sur des installations à 1 million d'euros pour faire du lait en très grosse quantité, mais qui ne va pas forcément être très rémunérateur. Peut-être qu'à la fin, on va gagner la même chose. Mais par contre, nous, on aura moins de travail. Et puis surtout, en termes de résilience par rapport aux changements boursiers, changements sociétaux, en cas de problèmes de sanitaire, en cas de risque, le risque n'est pas le même. Depuis cette année, on prend un salarié qui vient une journée par semaine, qui permet de me libérer moi pour me concentrer plus sur la partie végétale et que Damien ait quand même un coup de main quand il y a besoin d'être 2 pour faire certaines tâches. Et puis on a comme on a repris les terres, il y a un peu de chantier à faire, donc ça permettait de donner un coup de main. Et de permettre aussi à un jeune, il va s'installer, donc de se former et de prendre de l'expérience. Est-ce qu'il y a la possibilité en système herbagé d'organiser son temps pour avoir des vacances, des week-ends, avoir plus de flexibilité dans une journée pour des activités extra-fermes,
comme des engagements associatifs par exemple. Amande me fait part de son expérience, mais aussi de celle des éleveurs et éleveuses de son réseau. En fait, le temps consacré à l'élevage dépend souvent du système de pâturage que l'on choisit et aussi du soin que l'on souhaite accorder aux prairies. Nous, on est en système allaitant, donc ça veut dire qu'on ne fait pas de traite. Des fois, on confond laitier allaitant. On ne fait pas de traite, mais on fait de la vache à viande. Donc, on n'a pas cette contrainte de la traite le matin ou le matin et le soir. Donc, cela dit, en système laitier, il y a quand même pas mal de collègues qui étudient la question de la monotraite pour ne pas avoir la traite du soir. Et parce qu'ils n'ont pas de charge, ils peuvent le faire. Donc, en système allaitant, en fait, si les vaches elles ont assez à manger pour la journée, qu'elles ont de l'eau et des bonnes clôtures, en fait, on peut partir pour des réunions militantes, pour se former, pour partir en week-end. Ça veut dire que si on veut déléguer de la surveillance, c'est assez simple. C'est une personne qui vient juste voir que les animaux ne sont pas sortis du parc, qu'ils ont de l'eau, voilà. Mais c'est assez simple à déléguer. Il n'y a pas besoin d'allumer le tracteur, de sortir la dessileuse, et voilà. Donc c'est vrai que pour le remplacement, c'est pas mal. Et puis c'est des cadres qui sont agréables. On voit bien lorsqu'on cherche à recruter, la question de l'emploi en milieu agricole est compliquée. On a plus de facilité à trouver des salariés sur des systèmes herbagés parce que le quotidien est quand même plus sympa. Alors, c'est sûr qu'il y a des jours, il fait pas beau, il fait froid, il pleut, on n'a pas super envie d'y aller. Mais ça arrive, j'ai envie de dire, à tout le monde. Le tout, c'est de bien s'équiper. Et Damien, il me dit, des fois, là, il vient de s'acheter une nouvelle veste, justement, de pluie. Et il dit, mais il se rend même pas compte qu'il pleut, quoi. Il est dans son truc, il fait son boulot. Et en fait, à l'intérieur, il ressent pas le froid. Voilà, faut s'équiper, c'est tout. Mais c'est quand même agréable d'être dehors et d'avoir de l'air frais. Alors, pour rentrer un peu dans la technique, dans la façon de gérer ces prairies, on peut aller d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'on a des collègues qui font ce qu'on appelle du full grass. Donc, en fait, les vaches, elles ont accès à toute la prairie en même temps. Et c'est les vaches qui sont chargées, en fait, de répartir leur pâturage à différents moments. Donc là, effectivement, en termes de temps de travail, c'est assez royal. Par contre, on va peut-être pouvoir moins demander à la prairie parce on va moins surveiller en fait qu'il n'y ait pas trop de pâturage à un endroit. Donc peut-être on va avoir moins d'animaux à ce moment-là. Mais bon, c'est un choix. Et à l'extrême opposé, on a un autre collègue. Lui, il les déplace 4 fois par jour. Il va voir ses vaches lui-même 2 fois par jour et il a un système de portail automatique. Ouais, c'est David. Pour qu'elles avancent dans leur parc de façon que la porte s'ouvre toute seule, quoi. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il est sur un calcul hyper précis de combien il faut d'herbe par vache par jour et combien il faut qu'il les avance régulièrement. Donc après, c'est chaque éleveur qui choisit un peu son système et en fonction de ce qu'il veut, est-ce qu'il est plutôt, est-ce qu'il a besoin d'être attentif à son troupeau, il ou elle, est-ce qu'elle a envie de les toucher, est-ce qu'elle a envie d'avoir un lien comme si, ou est-ce qu'elle, au contraire, a envie de pouvoir avoir du temps pour militer? Il y a plein de possibilités et ça, c'est vachement chouette aussi. Parce que ça peut aussi évoluer au cours de la carrière. On peut au début être un peu stressé, avoir envie de très contrôler. Et puis, une fois que ça roule, peut-être envie de plus lâcher prise ou avoir son parcellaire qui évolue et se dire, maintenant, j'ai plus groupé et du coup, je peux me permettre de faire des choses que je ne faisais pas avant. Voilà, en fait, chacun se dessine un peu son système à son image. Si on regarde du côté des fermes allaitantes, les fermes en système herbagé sont plus petites et produisent en moyenne 31% de viande en moins que les systèmes conventionnels. Comme elles dépensent 65% de moins en coûts alimentaires, les vaches mangent uniquement de l'herbe et parfois un peu de compléments souvent produits sur la ferme, et qu'il y a aussi moins de coûts de mécanisation et de carburant, elles créent presque 2 fois plus de richesses. C'est ça une ferme autonome et économe. Ces données proviennent de l'Observatoire technico-économique publié chaque année par Réseau Civam Grand Ouest et comparant les résultats des fermes en système herbagé avec ceux de la ferme moyenne. Vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien pour télécharger le document.
On entend beaucoup parler de bien-être animal, de normes de bien-être animal, parfois même de normes de bien-être animal qui seraient respectées en bâtiment. Est-ce que tu as l'impression que tes vaches, et les cochons aussi, puisqu'on parle de tous les animaux, en tout cas quand c'est en plein air, en système herbagé, ça respecte le bien-être? Alors aujourd'hui, la définition du bien-être animal, elle se fait, en gros, c'est qu'un animal ne souffre pas de faim, de soif, qu'il n'ait pas mal, qu'il n'ait pas peur et qu'il puisse respecter ses besoins physiologiques. Ça, c'est la définition qu'on donne au bien-être animal. Nous, l'idée, c'est plutôt de pouvoir observer l'animal et de faire en sorte qu'il puisse effectivement se concentrer sur cette question du besoin physiologique. L'animal, il fonctionne comment normalement et comment est-ce qu'on peut le laisser être au maximum vache ou cochon. Et après, nous, on le met dans une certaine contrainte, qui est celle de l'élevage, mais faire en sorte que cette contrainte, elle soit la plus légère possible, ou en tout cas qu'elle soit pas... que le bénéfice contrainte soit correct pour l'animal. C'est-à-dire qu'on le contraint effectivement à ne pas pouvoir pâturer où il veut, mais par contre qu'il ait à manger à satiété toute la journée, ça c'est important. La question du bâtiment, il y a des normes effectivement de place qui ne sont pas neutres, et c'est important que les animaux ils aient de la place pour se déplacer, c'est ça, pour se mouvoir, pour pas se cogner dessus. Et là-dessus, il faut avouer que les systèmes bio labellisés font plus pour le bien-être animal que les autres. En système herbagé, on va rajouter, effectivement, la vache, elle va manger ce qu'elle est faite pour manger. Enfin, son organisme, il est fait pour manger de l'herbe. Du coup, si on lui permet de manger de l'herbe, en fait, elle va avoir moins de problèmes de santé aussi qu'une vache qui est nourrie... aux céréales. Et du coup, elle a besoin de moins de surveillance puisqu'en fait, elle se gère toute seule. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de santé en système herbagé, mais n'empêche qu'on a des frais vétérinaires en général qui sont bien moindres. Donc, ça veut dire qu'ils sont mieux. Et puis aussi, elles peuvent jouer, se gratter. Elles peuvent exprimer effectivement leur comportement dans le troupeau. Donc, c'est notamment vrai en système allaitant où on fonctionne en troupeau mixte. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des veaux, il y a des vaches, il peut y avoir des bœufs, il y a un mâle non castré. Et du coup, il y a vraiment la société vache qui se met en place. Et des formes d'apprentissage aussi c'est passionnant à regarder un troupeau de vaches et comment elles fonctionnent, les histoires de leaders et de dominants. Et puis effectivement de voir le gros taureau qui apprend au petit veau comment est-ce qu'on a une vache, quoi. C'est assez rigolo. Ce qu'elles peuvent effectivement moins bien faire en bâtiment, surtout si elles sont séparées quand elles sont veaux, elles vont dans tel bâtiment, et puis quand ils grandissent, ils vont dans un autre bâtiment, dans un autre élevage, et puis après on les redéplace et on les remet avec d'autres congénères. Et ça, c'est source de stress aussi. Dans les systèmes comme les nôtres, en fait, l'animal, il naît sur la ferme et idéalement, on y arrivera bientôt, il meurt sur la ferme. Il fait toute sa vie. Éventuellement, il change une fois parce que c'est un taureau qu'il faut qu'il aille chez un autre. Mais ça reste limité. Moins ils ont de stress, mieux ils sont, et plus en plus ils sont productifs. Si on veut vraiment rentrer dans le truc économique, moins on a de charge et mieux ils vont se porter et bien se développer, ou plus faire de lait. Et en été, elles peuvent être plus à l'ombre puisque vous avez un système agroforestier avec de la replantation d'arbres. Elles peuvent se gratter aux arbres. J'insiste parce que les vaches ont tellement besoin de se gratter. On en voit des fois qui se grattent au cornadi. Donc oui, effectivement, en général, quand il y a système herbagé, il y a souvent système bocagé. On voit bien que sur les questions des haies, les plus avancés, les plus militants sur les questions du bocage, c'est des herbagés parce qu'on a des prairies et que ça ne nous embête pas d'avoir des arbres, voire au contraire, ça nous arrange parce qu'ils font de l'ombre, parce qu'ils font à manger, parce qu'ils font de l'abri pour le vent, la pluie. C'est sûr que les vaches, elles adorent être dans des parcelles arborées. Par contre, elles n'ont pas toujours accès aux arbres pour se gratter parce que on a des clôtures devant. Parce que sinon, en fait, elles peuvent aussi trop abîmer les haies. Donc, c'est pas simple la question du grattage. Mais par contre, on peut leur mettre à disposition des endroits pour se gratter, donc des bouts de bois qui traînent.
Et puis si elles n'ont pas, elles vont aussi, ça, on voit surtout en hiver, elles se déparasitent, elles se roulent dans la terre pour s'enlever un petit peu tout ça. Ouais. Une fois, je suis tombée sur un article, c'était un jeune qui s'était installé il y a peu et qui disait, le titre c'était quelque chose comme personne m'avait dit qu'une vache mangeait de l'herbe. Et en fait, toute sa formation, on lui avait dit qu'une vache, ça mangeait du maïs et du soja et des céréales. Sa banque lui a fait des gros yeux en mode de quoi vous parlez quand il a dit qu'il allait nourrir ses vaches à l'herbe. C'est quand même un peu absurde. Impossible de se consacrer totalement à la question du bien-être animal au cours de la vie d'une vache sans aborder la question de la fin de vie et donc de l'abattage. Plusieurs groupes d'éleveurs œuvrent à mettre en place l'abattage à la ferme, une pratique qui, pour Amande, est une évidence. C'est en train de se mettre en place en Ille-et-Vilaine. Il y a un projet de caisson d'abattage à la ferme qui est porté par l'ADR. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir, alors pas mettre à mort totalement l'animal. En fait, c'est un partenariat avec un abattoir. Et en fait, c'est un caisson qui vient sur les fermes et on les assomme sur les fermes. Je ne sais plus si on fait la saignée ou pas sur la ferme. Et ensuite, elle va à l'abattoir pour que la découpe soit faite. Et l'avantage, c'est que l'animal perd connaissance sur la ferme. Et du coup, on lui enlève le stress de l'attente en abattoir, du transport, du couloir de la mort en fait. Donc elle pourrait naître et mourir sur la ferme et ça ce serait vraiment on bouclerait la boucle quoi. Ce que je trouve chouette aussi dans nos réseaux, dans le réseau Civam, on voit de plus en plus de nanas qui s'installent et qui s'installent toutes seules. Et en fait, c'est possible. On peut s'installer en tant que femme en système herbagé. On peut être éleveuse en lait, chef de sa ferme, toute seule, sans mari, et ça se fait très bien. Et c'est vraiment chouette parce qu'on est dans ces réseaux aussi, donc dans les réseaux Civam, donc on se voit beaucoup pour des formations, pour de l'entraide, pour échanger sur nos pratiques. Et donc on a aussi un groupe non mixte de femmes. Et on voit à quel point c'est chouette d'être entourée et de sentir la possibilité de le faire. En fait, on peut être éleveuse toute seule et en système herbagé, arranger ses outils pour que ce soit possible. Enfin voilà, c'est aussi un système qui est ouvert aux jeunes femmes et allez-y, les filles en viande ou en lait, installez-vous en bovin. Dans la prochaine et dernière partie, Louis du GAEC Timenez nous expliquera comment une ferme d'élevage peut, petit à petit, se développer pour produire une diversité d'aliments et nourrir son territoire. Il nous parlera aussi de l'influence des aides publiques sur l'agriculture de nos territoires. Je vous invite à prendre quelques instants pour vous demander quel serait le plus petit pas que vous pouvez mettre en place pour soutenir des modes d'élevage qui respectent l'animal et l'humain. Je vous invite aussi à envoyer cet épisode à 3 personnes qui pourraient bénéficier de cette écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.